Manuel Deschamps, je travaille à l'Institut français de Tunis en tant qu'attaché de coopération scientifique et universitaire. Et donc je suis très heureuse de vous accueillir pour vous présenter nos deux conférenciers. Alors nous avons Samir Aounala qui est directeur de recherche à l'Institut national du patrimoine. Il travaille aussi en tant que, il est investi dans l'agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle en tant que directeur de l'information et de la coopération avec les associations. Il est épigraphiste, ce qui peut-être amènera quelques explications. Je trouve que c'est une fonction originale, épigraphiste et historien. Il est donc responsable scientifique du site de Douga. Voilà, j'espère que je n'ai pas oublié trop de choses. Et puis, accompagné de Véronique Brouquier-Rédé, qui elle est chercheuse CNRS, plus précisément dans le laboratoire d'archéologie de l'École nationale supérieure de Paris. Elle est historienne aussi, spécialiste de civilisation de l'Antiquité. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Elle travaille donc depuis maintenant 20 ans sur le site de Douga en ayant encadré plusieurs programmes de prospection et de fouilles. Et l'objectif de cette conférence, elle se veut de vulgarisation pour présenter justement tous ces travaux sur maintenant 2 décennies. Je crois que c'est l'occasion de sortir d'une approche plus scientifique. Donc c'était l'objet de cette conférence. Voilà, je vais immédiatement leur passer la parole. Bien, merci. Jessica, oui, ça marche. Il faut que j'apprenne tout ça. Il ne marche pas. Oui, peut-être ceux qui sont derrière. On démarre? Oui, je pense qu'on va démarrer en espérant que les micros vont arriver, vont marcher. Donc, écoutez, habituellement, les gens qui connaissent un peu Douga, c'est vrai qu'ils sont, quand ils vont sur le terrain, c'est un site qui charme, c'est un site qui attire tout de suite les gens. C'est bref un des plus beaux sites de Tunisie, sinon c'est un des plus beaux sites du monde. Et quand je dis du monde, je ne rigole pas. Et à cela, il y a 2 raisons. Il y a d'abord l'état de conservation extraordinaire du site, qui n'est pas égalé, je crois, en Tunisie, et qui lui vaut ce label de musée à ciel ouvert, parce que quand on se balade à Douga, on voit un peu à quoi correspond une cité de l'époque, de la belle époque romano-africaine, une cité d'origine africaine ou numide, comme on veut, tout dépend, parce que les définitions ne sont pas encore établies, qui a été bien urbanisée. Donc un bel exemple de l'adaptation de l'urbanisme numide, disons pré-romain, allez, on va dire ça, à la réalité ou à la tradition ou à la romanité. Ça d'un côté. Le site de Douga est aussi... ça marche. Le site de Douga est aussi très intéressant pour le spécialiste. Il n'y a pas que le commun des mortels qui est intéressé par le site, c'est surtout le spécialiste. Le spécialiste, pourquoi? Parce que Douga est d'une extraordinaire fertilité en écriture. C'est un site où le nombre d'inscriptions se compte par milliers. Et cela dans les 3 langues du pays, qui étaient parlées et écrites à l'époque, c'est-à-dire le libyque, le punique et le latin. C'est les principales langues du temps qui existaient à Douga, avec bien entendu une profusion un peu particulière
pour le latin. Hein, le latin, les textes latins sont les plus nombreux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type d'inscription à Douga? Si on peut passer peut-être à la diapositive d'après, comment ça passe? Oui, voici la suite. Bon, un petit mot hein, de géographie historique, la localisation de Douga, qu'on a un peu marqué par un cercle, à environ, ce qu'il faut retenir de cette carte-là, c'est la situation de Douga par rapport à Carthage. Hein, parce que les deux sites ont des relations très importantes. Hein. Douga était comme un rejeton de Carthage, mais à l'intérieur du pays, et cela pendant au moins 2 siècles et demi. Si on peut passer à la diapositive, à la figure suivante, quel type? Alors, oui, ça c'est encore une visualisation de Douga due à Jean-Claude Golvin. On corrige quand même juste un détail qui est au sommet à gauche. Je ne sais pas si vous voyez ce rond, ce cercle à gauche en haut, qui correspond d'après Jean-Claude à l'amphithéâtre, mais on réalise aujourd'hui que c'est une mauvaise restitution du paysage. Alors il faut imaginer Douga comme ça, mais sans amphithéâtre. À la place de l'amphithéâtre, nous avons découvert un temple. Mais à part ça, nous avons une belle image, une belle visualisation de Douga à la fin, bien sûr, de son existence, c'est-à-dire, je dirais, vers le 5e, voire même le 6e siècle. Si on part à Douga, donc si on passe à la prochaine, et c'est surtout ce qui intéresse le spécialiste, voilà, c'est ce qui intéresse le spécialiste, c'est ces documents écrits. Alors, on a différents types de documents. Hein. Le plus simple, c'est ça. C'est les inscriptions funéraires. Elles peuvent être simples et multiples, hein, comme on le voit. Donc ça peut concerner l'épitaphe d'une seule personne, comme ça peut être l'épitaphe d'un couple, ça peut être un homme et sa femme, ou un homme et sa fille, etc. Comme ça peut être familial, comme ici, à droite, où nous avons 5 non pas 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 membres d'une seule famille, hein, celle-là. En général, c'est des textes très simples, un peu rébarbatifs, le formulaire est à peu près le même, la formule introductive, suivi du nom de la personne défunte, quoi, morte, suivi de son âge, et puis suivi un peu de l'endroit où elle est enterrée. C'est à peu près la même chose qui se répète un peu partout. Il y a un seul détail, 2 détails qui changent toujours, et ça c'est l'intérêt de ces inscriptions-là. En nombre important, ça devient intéressant pour l'étude de la société. C'est le nom de la personne, ou plutôt la dénomination de la personne, comment elle s'appelle. Hein, est-ce qu'elle a 3 noms ou est-ce qu'elle a un seul nom? Suivant la dénomination, on devine le statut juridique de la personne, si elle est romaine ou si elle ne l'est pas, etc. Donc l'intérêt de ces inscriptions est très important pour connaître un peu le statut juridique de la personne, mais surtout aussi pour avoir une idée sur la population de la ville. Par exemple, ce qu'on sait maintenant de Douga, c'est que c'est une cité où il n'y a pratiquement pas d'esclaves. Il n'y avait pas d'esclaves. On ne connaît que 2 esclaves à Douga. La plupart des gens que l'on connaît à Douga ne sont pas seulement des libres, mais ce sont des ingénus, c'est-à-dire nés libres. C'est ça l'ingénuité par rapport à la liberté, c'est que c'est des gens qui sont nés libres. À part ces inscriptions qui constituent à peu près 90 à 95% du corpus de chaque ville, on a aussi des inscriptions aussi simples que les funéraires, qui sont les stèles votives. Alors on n'a pas trouvé une belle photo de Douga, mais on vous présente ici une stèle votive à Saturne provenant de Intonga, qui est une localité pas très éloignée. Là aussi, c'est presque toujours le même formulaire, c'est toujours à Saturne, hein, un tel s'est acquitté de son vœu, dans la joie, de bon gré, de plein gré, etc., avec des fois des représentations animales ou végétales,
comme ici en haut, je pense que c'est une grenade. En bas, nous avons un bélier, je crois, ou un mouton, ou un jeune mouton, avec un petit décor en haut. Difficile à imaginer, mais enfin, ça ressemble un peu à un triangle, mais on ne voit pas trop le sens. Enfin, c'est aussi le type de document que l'on trouve généralement dans des cités. Après, ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est des inscriptions privées, hein, ce qu'on appelle ça privé. Après, à côté des privés, il y a bien sûr les textes publics. Hein. Les textes publics, qu'est-ce que ça veut dire public? C'est-à-dire rédigés à l'initiative de la cité. C'est à peu près ça, hein, à l'initiative du Sénat local, du Conseil des Décurions. On a généralement deux types de supports. Comme vous voyez là, par exemple, ce qu'on appelle des bases de statues. Hein. Généralement, elles sont surmontées d'une statue ou d'une statuette. Ça peut être une petite statue également de la personne principale concernée par le document à proprement parler. Sinon, on a d'autres types d'inscriptions, cette fois qui entrent dans le monument, qui composent, qui prend place, qui s'intègrent dans l'architecture du bâtiment, soit des linteaux, soit des frises, etc. Ou comme ici, comme vous voyez, vous avez le texte qui décore pratiquement le sommet du Capitole, enfin la frise, la corniche du Capitole. Ça, c'est plutôt, ça entre dans le système de propagande, si on veut, de l'époque. Celui qui fait le monument, celui qui paye le monument, il tient quand même à éterniser son geste, son action, par une inscription comme ça, et puis elle est placée en façade, personne ne peut ignorer le texte, tout le monde, quand il va au Capitole, eh bien, il regarde le texte et il voit le nom de la personne qui a fait ça. Ça fait partie de la propagande, d'autant plus qu'à l'époque, les lettres étaient gravées, peintes en rouge. Donc on voyait ça de loin. Hein, voilà. Alors, en général, c'est des textes qui parlent. Hein, c'est pas uniquement des inscriptions qui disent n'importe quoi, parce que soit elles évoquent, par exemple, quand on rédige un texte, c'est toujours en rapport avec un monument. Donc on le rédige à une occasion. Quand le monument est fini, quand il est bâti, hein, on fait un texte. Ça ressemble un petit peu à nos archives d'aujourd'hui. À l'époque, on n'utilisait pas la paperasse. Hein. À l'époque, pour éterniser un truc, pour remercier un évergète, on lui offre un document. Aujourd'hui, on lui offre un diplôme, on lui offre une médaille, mais à l'époque, on lui faisait une pierre, hein, comme ça, et on la place dans un endroit où de grande circulation en général. Le forum, ça peut être le forum, ça peut être le théâtre, ça peut être le Capitole, ça peut être la place du marché, etc. Bref, dans un endroit où les gens circulent beaucoup, et donc ça fait partie aussi de un peu ce qu'on appelle ça ressemble un petit peu à la publicité d'aujourd'hui. Hein. Alors, c'est des monuments donc, qui parlent de tout, en général, qui a fait le bâtiment, qui a construit le monument, pourquoi il l'a construit, combien il a coûté, et qu'est-ce qui a accompagné ce festin-là. Parce que généralement, quand on grave cette pierre-là, on l'accompagne souvent, presque pas souvent, systématiquement, d'une petite fête, quoi. À l'occasion, on fait un repas public, un banquet public. On peut donner également à l'occasion des jeux, hein, dans le théâtre, des jeux dans le cirque, etc. Ensuite, Douga est surtout intéressante par ce type de document-là. Ce que vous voyez là, c'est l'une des plus intéressantes inscriptions du monde ancien. C'est la bilingue dite de Massinissa. Elle est actuellement au musée du Bardo et elle est gravée dans 2 langues. C'est pour ça qu'on l'appelle la bilingue. En haut, en caractère punique. Punique, c'est le phénicien, hein, de l'Afrique, quoi. C'est à peu près ça. Et en bas, c'est en libique.
L'intérêt de l'inscription, il est simple. On connaît le punique, mais on ne connaissait pas le libyque. Et c'est grâce à ce texte-là, parce que les deux textes se ressemblent, se traduisent à peu près, et c'est grâce à une inscription comme celle-là qu'on a pu déchiffrer pas mal de mots, qui sont à la fois des mots qui concernent les institutions essentiellement, en libyque. Comme on connaissait bien, comme on connaît encore le phénicien ou le punique, on a pu traduire donc pas mal de mots libyques grâce à cette inscription-là. Et c'est tout l'intérêt au fait d'un site comme Douga, parce que des bilingues comme ça, on n'en a trouvé qu'à Douga. Donc c'est pour ça que je dis c'est une terre d'écriture, et le mot est vraiment bon. Enfin, bon. Grâce à ces textes, je ne sais pas si on peut passer à la prochaine. Ah non, pas grave. Alors, tout ça, on a beau lire dans la littérature comment s'appelle Douga. Par exemple, on lit dans Diodore de Sicile qu'elle s'appelait Tucca. Dans l'épigraphie latine, mais c'est grâce à l'épigraphie finalement qu'on a parce que les gens chez eux, ils savent comment il s'appelle. Donc le vrai nom, c'est le nom donné par les gens du coin. Et on sait que par ces inscriptions-là, bilingues ou libyques et puniques, que la ville s'appelait. Alors, on ne sait pas comment le prononcer, puisque la langue libyque ne contient pas de voyelles. C'est un peu comme le problème de la langue arabe. On écrit un mot, surtout au début de l'islam, mais on ne sait pas comment le prononcer. On peut même le prononcer de 2 manières ou de 3 manières, puisqu'il n'était pas orthographié. Hein. On dit Qisariya ou Qaisariya, par exemple, pour très loin. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut comprendre par ces 2 mots. Donc, et c'est le latin qui nous donne vraiment, parce que Douga libyque, ça s'écrivait TBGG, on ne sait pas trop comment on l'appelle, Tapgaga, on ne sait pas comment voyaliser entre les consonnes, mais le latin, il donne donc Douga, mais attention, le latin n'est qu'une déformation finalement du vrai nom. Au fait, on ne sait pas comment les gens prononçaient leur ville. Je vous donne un exemple qui est pas mal. Aujourd'hui, par exemple, une localité dans le sud tunisien qui s'appelle Omlares, le français la désigne en Moulares. C'est absurde. Mais c'est comme ça, c'est les besoins de la langue, c'est les besoins pas uniquement de la langue, mais de l'administration romaine qui utilisait comme langue le latin. Il fallait non seulement transcrire le nom, mais aussi il fallait lui donner une forme féminine ou masculine, neutre par exemple, et le décliner pour les besoins de la déclinaison. Il fallait quand même qu'il ait une désinence latine, Douga, hein, comme ça, c'est un mot qui se décline facilement et qui est correct, si vous voulez, du point de vue de la langue latine. La goulette, par exemple, oui, c'est à peu près ça. Alors là, voilà. Oui, ce tour étant fait, les textes, alors ils ont beau dire beaucoup de choses, mais à Douga, maintenant, les origines de Douga sont de mieux en mieux connues, et surtout depuis quelques années, grâce aux fouilles récentes de l'équipe allemande, hein, où on connaît quand même les origines un peu lointaines de Douga, hein, la préhistoire en particulier. Oui, donc la découverte de squelettes au sud du site, donc sous la maison du Trifolium, ont été datés par Radio Micro et pour ont été datés par C14 entre 1740 et 1529 avant notre ère. Donc c'est la plus ancienne attestation sur le site. On a des abris sous roche dans la falaise nord de Douga,
Mais là, aucune fouille n'a été pratiquée et c'est des grottes qui ont été réoccupées à époque tardive. Mais là, c'est donc la barrière nord du Kef d'Ouga. La suivante. En proto-histoire, les principaux monuments sont les dolmens de la nécropole nord. On avait vu la falaise et donc sur le sommet de la falaise, sur les affleurements rocheux, s'est développée la nécropole dolménique de Douga, qui comprend une vingtaine de dolmens, donc composés de dalles posées de champs qui forment les côtés, la dalle de couverture, la dalle de fond et quelquefois, si elle est conservée, la dalle de fermeture. À l'intérieur, plusieurs squelettes ont été trouvés à l'époque fin du 19e et puis dans les années 2002. Le matériel en fait est du matériel relativement récent et en fait date plutôt de l'époque numide on n'a pas de matériel proto-historique. La suivante. L'établissement donc numide comprend donc une grande agglomération, donc les limites sont pas tout à fait bien connues, mais en fait les deux nécropoles, la nécropole sud et la nécropole nord, ainsi que le Tophet de Baal Hamon, délimitent en fait l'occupation de l'agglomération numide. On a donc la suivante. Au centre, donc, on a l'habitat. Voilà, donc quelques éléments céramiques trouvés dans les dolmens, étudiés par Yamencher, ici présent. Donc des bols, des cruches. La suivante. Donc en céramique modelée, c'est-à-dire en céramique locale, puis des vases à parfum qu'on appelle le gunitarium. Des bols aussi à vernis noir, donc imitation de la campanienne, donc la céramique d'Italie, et puis de la céramique de Calès de Campanie également, décorée avec des petits masques. Donc là, c'est le matériel découvert entre 1994 et 2002, donc qui est en cours d'étude, et qui est complété aussi par le matériel que nous avons trouvé depuis 2018. La suivante. Donc la nécropole dolménique, en fait, d'autres types de monuments funéraires existent, notamment donc à l'époque numide, et des monuments circulaires au nombre de 6. Et l'un d'eux a été trouvé lors des fouilles en 1997 ou 98 par une équipe tuniso-allemande. La fouille donc avait continué en 2002 par Mansour Gaki. Et donc en 2018, nous avons repris la fouille, d'abord pour compléter l'architecture du monument, comprendre comment se présentait ce monument circulaire. Donc construit avec un tambour en grand appareil qui s'appuie sur une maçonnerie et au centre vous avez une grande tombe construite en grand appareil, une tombe privilégiée, donc la première chambre. Ultérieurement, des chambres secondaires ont été construites avec même une porte dans l'axe de plus ou moins dans l'axe de la première porte de la chambre principale et qui a été bouchée ultérieurement. Donc la fouille en cours donc livre des vestiges des ossements humains très importants et aussi du matériel, des offrandes. Vous allez voir. L'autre type de monument funéraire, c'est également des structures quadrangulaires. Pour le moment, on ne sait pas
comment il faut les restituer en élévation, mais il y en a un grand nombre, donc c'est les monuments en orange, et puis la découverte d'un mausolée. La suivante. Donc voilà la fouille de mai, enfin d'octobre plutôt 2018. Donc là c'est dans une chambre secondaire. Le décapage juste de la première couche qui avait été laissée par les précédents fouilleurs a livré une trentaine de vases. Certains bols étaient empilés les uns dans les autres, c'est-à-dire un petit vase placé dans un grand vase, et dans l'un, un crâne avait été déposé. Et puis donc on a une dizaine de crânes, à la fois des adultes et des immatures, une lampe, des monnaies et également des indentaria. Le tout est daté, en fait on a du matériel du 1er siècle avant, 2e siècle avant, mais l'étude est en cours. Et donc en dessous on a encore une nouvelle couche avec des petites offrandes qui apparaissent. Donc là c'est un démontage très minutieux qu'il faut faire, et ça nous permet de connaître les pratiques. Et si on peut faire des analyses, également savoir si c'est la même famille qui est enterrée là, ce serait très intéressant. La suivante. La nécropole sud, en fait, est bien connue par le mausolée dit d'Agban, puisqu'on a aussi une inscription, et à proximité, un puits hypogée, qui a été fouillé également par Manso Gaki. Donc ce monument nous permet, même s'il a été remonté, puisqu'il avait été démonté par un Britannique en 1872, je crois, et permet de nous fournir une comparaison pour le soubassement, la suivante, et les blocs épars qu'on a trouvés. Donc voilà l'élévation. Donc l'élévation, c'est un monument sur un soubassement à gradin, donc une crépice, et 3 étages, ordre éolique, donc des volutes au 1er et 3e étage, et des chapiteaux ioniques au 2e étage, avec des sculptures de femmes ailées, un quadrige, et tout en haut un lion assis. Donc là vous avez une photo de l'inscription qui est au British Museum. La suivante. Voilà le mausolée donc nord, de la nécropole nord, donc tout à fait inédit. Donc les blocs, en fait, il a été entièrement démonté, et les blocs sont soit épars, soit juste devant le monument. Donc certains blocs, comme le bloc avec le chapiteau éolique, font partie en fait du 1er étage. D'autres blocs, notamment des corniches, sont remployés dans l'enceinte médiévale toute proche. La suivante. Donc voilà le centre monumental qui en fait était à l'origine donc en vert l'agora, donc en rouge pardon l'agora, donc avec en 1 le monument de Massinissa, le Magdès supposé, un petit temple en 2, en 3 un temple à 3 scellés qui est enfoui en fait sous une plateforme artificielle, et peut-être un temple à l'ouest en raison de son orientation différente du forum romain. Et donc en gris vous avez, en vert vous avez le forum julio-romain sur lequel je reviendrai, et en gris le forum définitif de Commode. La suivante. Voilà, donc le Magdès de Massinissa, dont on a vu l'inscription tout à l'heure, avec également des chapiteaux éoliques,
Et donc, Jean-Claude Colvin a proposé une restitution en faisant sur le soubassement, en replaçant les chapiteaux éoliques sur le soubassement et au-dessus une colonnade ionique, en fait un peu en s'inspirant du monument de Chengtu, mais là aucun bloc avec des boucliers n'a été retrouvé à Duga. La suivante. Alors, également le sanctuaire de Baal-Hamon, donc c'est une aire sacrée, qu'on appelle un tophet, une aire ouverte. Louis Carton avait trouvé quelques stèles du côté nord, mais en fait toute cette zone a été fouillée par Carton et en fait recouverte par des remblais, donc actuellement on ne peut pas retrouver de traces. En revanche, Alfred Merlin en 1927 et Claude Poinceau en 1955 avaient ouvert un sondage dans la cour et avaient trouvé des stèles en place. La suivante. Donc voilà certaines stèles trouvées par nos prédécesseurs. Et donc on voit que les stèles sont placées contre une paroi rocheuse. Donc on a réouvert le sondage en 2017. Photo suivante. Et on a retrouvé deux stèles en place, dont l'iconographie est néopunique, celle à gauche, qui était en fait sur une petite butte stratigraphique. En dessous, on a trouvé des urnes cinéraires. Et à droite, vous avez deux fragments de stèles trouvés dans le remblai qui a servi à reboucher en fait ce sondage. Et ces stèles portent des inscriptions néo-puniques. Alors l'une, je crois que c'est un vœu, sera celle de gauche, et celle de droite, l'inscription est sur le bélier. Donc c'est à peine gravé à la pointe fine, mais en fait on trie quand même tout le matériel des remblais précédents parce qu'on retrouve beaucoup de matériel, beaucoup de fragments de stèles. Ces stèles, en fait, pour la plupart, à part les deux à l'extrême gauche, ont été remployées dans les constructions du sanctuaire de Saturne et donc portent des traces de ciment. La suivante. Voilà, donc quelques urnes en place trouvées, dont deux portaient étaient scellés, l'une par un bouchon d'amphore, l'autre par une tuile. Et donc ces deux urnes, en fait, comme elles étaient bouchées, ont conservé une offrande cinéraire intacte. Donc on voit les ossements humains. Et l'étude doit se faire dans une quinzaine de jours, donc par une spécialiste, pour savoir s'il n'y a que des ossements humains ou s'il y a également quelques ossements animaux, comme on a trouvé dans les autres stèles fragmentées mais non scellées, donc il pouvait y avoir des intrusions. Et ces stèles, je sais pas c'est quoi, ces urnes, sont donc des éléments très importants puisque en fait celles des fouilles précédentes ont complètement disparu et on n'a que ces éléments pour retrouver. Donc là, les ossements, d'après ce qu'on a vu dans l'étude des stèles fragmentées, des urnes fragmentées, sont des périnataux, c'est-à-dire des enfants morts-nés. Donc, pour le moment, peut-être certains étaient nés, il faut quand même que l'étude soit plus poussée pour vérifier. La suivante. Donc, l'habitat numide, on le connaît sur la pente sud du site, et notamment donc, sous la maison du Trifolium. C'est les murs tramés en bleu.
Et on en a également sous le théâtre culturel, et on a aussi des installations artisanales, notamment un four. Donc là, l'étude est très sporadique. Sous d'autres maisons aussi, la maison au masque, la maison de Dionysos, également, quelques murs ont été trouvés. La suivante. Oui, alors passons à présent au contact avec Rome. Alors le premier contact, nous ne sommes pas tout à fait certains, mais on peut le supposer avec beaucoup de vraisemblance, doit remonter à Marius et à sa campagne contre Jugurtha entre 111 et 105 avant. Bon, la défaite, on sait la défaite de Jugurtha, on sait les principales conséquences, les principaux résultats, c'est que chacun des soldats de Marius a reçu dans le pays, en Numidie bien sûr, un lopin de terre égal à 25 hectares. Ça, on le sait, en vertu d'une lex, d'une loi qui existait. Seulement, pour mesurer l'impact de Marius, ou la présence de Marius en Afrique, on a recours toujours aux documents écrits. Et on a deux types, au fait, d'arguments à mettre en avant. C'est la toponymie des localités, des villes, hein, qui parfois, même 3 à 4 siècles après, rappellent l'origine, ou rappellent un bienfait. C'est en quelque sorte, ces villes-là tenaient à donner leur CV, lorsqu'il est brillant, bien sûr. Et là, nous l'avons par exemple pour 3 localités proches de Douga. On n'a pas à Douga, mais proches de Douga. Et il n'y a aucune raison de ne pas le supposer pour Douga, mais différemment. Par exemple, comme vous voyez, Oukimaïus en haut. Alors, c'est une ville qui a vécu, qui certainement a reçu des privilèges de Marius, et qui est devenue colonie au début du IIIe siècle, après, colonie romaine, sous César Alexandre. Mais lorsqu'elle est devenue colonie, c'est-à-dire lorsqu'elle est devenue une ville souveraine, en fait, c'est à peu près ça, lorsqu'elle s'est libérée, lorsqu'elle s'est affranchie de la tutelle de Carthage, elle se libère également au niveau de la toponomatie et elle affiche ses antécédents historiques. Et là, vous le voyez, elle est dite colonia, ça c'est son statut juridique, hein, c'est une colonie romaine. Ensuite, elle rappelle qu'elle est Mariana, donc elle est marienne, elle a reçu des privilèges de Marius. Elle rappelle après qu'elle est Augusta, qu'elle a reçu des bienfaits d'Auguste en personne. Et puis, le dernier bienfaiteur, c'est Alexandriana, en souvenir de César Alexandre. Donc là, des fois, cette titulature nous donne l'histoire en abrégé, hein, en 3 mots. On a l'histoire de la ville, enfin les grands moments de l'histoire. Idem pour Tibar, aussi, pas très loin, devenu municipe, il affiche ses origines mariennes en disant qu'il est Municipium Marianum. Et on a, pas très loin également, Tobornica, où une inscription dit clairement que Marius en est le conditor, c'est-à-dire le fondateur. Hein. Ça, donc, du point de vue des collectivités. On a souvent ce type d'affichage public qu'on lit sur les inscriptions, on ne lit pas ailleurs. Sinon, pour essayer de savoir qu'a fait Marius dans ces localités-là, on a recours à ces petites inscriptions funéraires. Et quel est le meilleur moyen pour le savoir? C'est la diffusion du nom. Gentilis, c'est le nom de famille, Marius. Marius, c'est un général romain, il a conquis un pays, et entre autres bienfaits, il a accordé la citoyenneté romaine à des gens, à des personnes. Imaginez, par exemple, Hannibal qui devient citoyen romain par Scipion. On va imaginer ça. Alors, il s'appelle Hannibal, mais quand il devient romain, il va prendre le nom de Scipion et le prénom de Scipion, et s'appellera Publius Scipio Hannibal. Hein? La même chose pour Marius, lorsque un type qui s'appelle, je ne sais pas, Adjutor, par exemple, il prend la citoyenneté de Marius, ben, il va s'appeler Gaius Marius Adjutor. Hein? Et c'est comme ça qu'on arrive un peu à mesurer. Alors, on en trouve à Douga, on a presque une dizaine de personnes qui s'appellent Marius, et il est assuré, quasiment assuré, que cette dénomination vient
d'un bienfait de Marius, même s'il est lointain. Le nom de famille, de toutes les manières, c'est un disparu. Voilà. Sinon, la certitude, c'est que c'est avec César. Hein, c'est avec César que Nougat entre un petit peu dans ce qu'on appelle la sphère romaine. César, pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la province d'Africa Nova, aux dépens bien sûr du royaume numide, hein, le royaume de Juba Ier en 46, et il est devenu donc la deuxième province romaine d'Afrique qui s'appelle l'Africa Nova. Alors Africa Nova, c'est par rapport à l'autre Afrique, c'est-à-dire le pays de Carthage, qui lorsque, c'est ça, hein, c'est comme dans une famille, on ne supporte pas l'homonymie, l'administration romaine également, elle ne supporte pas l'homonymie. On ne peut pas avoir deux garçons dans une seule famille qui ont le même nom. C'est la même chose pour les provinces. On a l'Africa, ben pour distinguer les deux, l'une est appelée Nova, nouvelle, l'autre est devenue Vétus, c'est-à-dire l'ancien territoire de Carthage, c'est-à-dire la vieille. Et César, alors l'important de ce passage, c'est qu'après sa victoire, après la formation de la province d'Africa Nova, César a laissé quand même 6000 légionnaires en Afrique. Quand je dis légionnaires, c'est-à-dire des citoyens romains aussi. C'est des gens qui, ou ils sont de Rome, ou ils sont italiens, peu importe, mais leur statut juridique est qu'ils ont la citoyenneté romaine. À ces 6000 légionnaires s'ajoutent à peu près 2000 auxiliaires. Il y avait dedans des Germaniques et des Gaulois, et peut-être des Ibères, des Espagnols, et sans doute aussi des Africains, enfin des transfuges. Donc à ces gens-là, il fallait donner à la fois des terres, on ne laisse pas les colons sans terre en Afrique, et donc il fallait leur donner des terres, et surtout il fallait leur donner des patries, des cités. Voilà, c'est-à-dire faire autoriser à ce que on construise ou on élève une ville. Alors, comment César a-t-il procédé dans l'immédiat? Parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps, il n'est pas resté longtemps, mais il a quand même mis les bases. Alors, pour ces gens-là, soit il a procédé par fondation coloniale, ex nihilo, c'est-à-dire on construit ou on décide de bâtir une ville sur un terrain inoccupé. Ce fut le cas de Carthage. Carthage, détruite en 146, a été abandonnée pendant plus d'un siècle, et puis quand elle a été colonisée, ben, il n'y avait rien. Hein, c'est ce qu'on appelle des déductions ex nihilo. Soit en installant des colons dans des villes existantes. Généralement, on installe des colons dans des villes où il n'y a pas beaucoup de gens, dans des petites localités ou des localités dépeuplées. Vous savez, la guerre, elle fait des ravages, elle fait des morts, et il y a beaucoup de villes qui se sont un peu vidées. Hein. La guerre aussi, c'est synonyme de maladie, etc. C'est synonyme aussi de réduction à l'esclavage. Vous savez, la loi romaine, elle ne pardonnait pas aux gens qui ont résisté. Hein. Et des dictis, ça devient pratiquement comme des esclaves. Donc, soit dans des localités un petit peu dépeuplées, soit, alors la troisième méthode, en installant des colons aux côtés des communautés indigènes. Hein, et c'est ce qu'on appelle, donc ça devient ce qu'on appelle les cités vaincues. Voilà. Les cités vaincues qui n'ont plus de droit. Et on peut installer, comme on veut, à loisir, des colons. On peut confisquer des terres et on peut même confisquer des habitations. Alors, ce qui est intéressant ici, avec César, en tout cas, ça s'est poursuivi aussi par son fils adoptif, Octavien, c'est que pratiquement tout le nord de l'Afrique proconsulaire a été divisé en trois. Une partie a été donnée à Carthage, une partie a été donnée à Al-Kef, à l'époque Sicca Veneria, et une autre partie a été donnée à Kirta. Donc, trois grosses colonies du moment, du temps, se sont pratiquement partagées le nord de la proconsulaire. Et ce n'est pas... Rome n'a pas donné ces terres. En fait, c'est comme s'ils agissaient en gestionnaire pour compte.
Voilà. Rome ne pouvait pas, pour des raisons que nous ignorons, gérer toutes ces localités-là, elle les a attribuées à ces trois grosses colonies. Ça, nous le savons surtout pour Carthage. On sait que Carthage a hérité de 83 communautés. On le sait par l'épigraphie. 83 villes, villages, peu importe leur statut, mais à l'époque, c'était, même si du point de vue de l'urbanisme, c'était des villes développées ou c'était des villes un peu riches, le plus important, c'est que juridiquement, ce n'était pas des villes. Ce n'était pas considéré comme des cités autonomes. C'était considéré comme des villages attribuables à une autre colonie. Alors, c'est ce dernier cas maintenant qui nous intéresse. Je ne sais pas si on peut passer à la prochaine. Voilà. Alors, comment Carthage, dans cet immense territoire qu'elle a reçu, Douga fait partie du territoire de Carthage. Douga dépendait de Carthage. Elle a agi de trois manières. Nous avons le premier modèle qui est Okimaïos, par exemple, où on a installé des Romains, on a transformé cette ville en une sorte de quartier carthaginois appelé Pagus. En latin, ça s'appelle Pagus. Et s'il y avait des gens chez eux, s'il y avait des gens qui vivaient chez eux, c'était des gens considérés comme des étrangers, ce qu'on appelle aujourd'hui des résidents. Comme les résidents en France, les Tunisiens ou les Algériens, c'est des gens qui résident tout simplement, mais qui n'ont pas des droits, par exemple, des droits politiques, ils n'ont pas le droit de voter, etc., ou de siéger dans le Sénat, etc., etc. Et bien c'est à peu près la même chose. Les gens chez eux, ça c'est ça le plus original, chez eux sont des inculés. Incula en latin c'est l'étranger, ils sont étrangers chez eux. Hein. Ça c'est le modèle d'Okimaïos, mais le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le modèle de Douga, où pour des raisons que nous ignorons, Carthage, ou Rome, par le biais de Rome, ou Rome par le biais de Carthage, a reconnu cette communauté pérégrine, cette communauté qui vit chez elle. Et là, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à la formation de deux communautés qui vivent dans une seule agglomération. Ce qu'on appelle les communes doubles. Ça a existé. Douga était une commune double, du type Pagus, c'est le Pagus. C'est la communauté romaine, mais qui dépendait juridiquement de Carthage. On va dire que c'est un quartier de Carthage en dehors de Carthage. On va appeler comme ça. Et nous avons la cité qui, elle, est peuplée des vrais habitants de Douga. Et du point de vue juridique, ils sont des pérégrins. Pérégrins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils ne sont pas romains. Voilà. Ils sont étrangers par rapport au droit romain. Donc imaginez Douga, un peu comme Berlin, comme Jérusalem aujourd'hui, il n'y avait pas de muraille, tout simplement. Hein, il y avait deux communautés, mais les gens savaient au moment où commençait leur territoire et où s'arrêtait. La frontière peut être une rue, peut être un relief, peut être n'importe quoi, mais en tout cas, ce dont on est certain, c'est qu'il n'y avait pas de muraille qui séparait les deux communautés. Cela veut dire que dès le départ, on augurait de la réunion des deux communautés. Dès le départ, l'avenir de ces deux communautés était la fusion. Alors, si on... C'est peut-être... Voilà. Alors, l'origine de ces deux communautés, on pense que c'est César. Donc, on pense que tout a été, du moins... dicté, projeté avec César. César qui n'a pas eu le temps de tout faire, puisqu'il est mort 2 ans après. De toute manière, il est rentré à Rome 2 ou 3 mois après la victoire. Et malheureusement pour nous, on n'a pas de texte clair qui nous parle de Douga. Il ne faut pas oublier que Douga est une petite cité. Malgré sa beauté, on a l'impression que c'est une grande ville, mais à l'époque, c'était une petite ville. Hein. Et les historiens de l'Antiquité ne parlaient pas d'elle, ne l'ont pas pratiquement connue, ne l'ont pas connue. Alors, la chance, c'est ces textes-là. Et nous avons ce premier texte
36-37, voilà, de l'année 36-37, et il nous parle des premiers aménagements dans le forum de Douga, sous le principat de Tibère. Le texte, alors c'est là où il est un peu intéressant. Est-ce que vous lisez d'abord? Est-ce que vous voyez le texte? Bon. Regardez un peu la traduction en bas, où on a le nom de la personne, Lucius Manilius Bucco, on a sa filiation, on a sa tribu, ça fait partie de son état civil. Hein. L'état civil des citoyens romains, c'est les tria nomina, donc Lucius Manilius Bucco. On dit toujours qu'il est fils de, ça c'est une manière de dire qu'il est libre, fils de libre, né libre, c'est l'ingénuité. On marque toujours le statut par la filiation. Et encore l'attribut Arnensis, qui est l'attribut de Carthage. Hein. Donc on est face à un citoyen de Carthage. Il a été doumvir, c'est-à-dire un membre de collège composé de deux, mais le doumvir, c'est à peu près le maire aujourd'hui. Donc c'est le maire de Carthage qui est allé à Douga. Et il est allé, pourquoi? Alors, il est allé à Carthage, mais il est allé à Douga, mais attendez, où est le verbe? A fait la dédicace. Le latin dit dedicavit. Il a fait la dédicace, c'est-à-dire qu'il a signé l'hommage. Il a inauguré le monument. Ça, c'est important. Le maire de Carthage qui part à Douga pour signer, pour poser une pierre. Ça veut dire qu'il a préséance. C'est ça. Et qu'il agit en tant que maître. Hein, et que c'est Carthage qui décide, au fait, qu'il vient inaugurer un monument à Douga. Ça a son importance. Encore, le plus important, après, c'est qu'on a une série un autre personnage qui est lui aussi citoyen de Carthage, mais il est de Douga. Il est de Douga parce qu'il fait la chose, il est patron du Magus, d'accord, mais il fait la chose en son nom et au nom de ses enfants. Donc il y a des liens de famille qui sont là. Il le fait parce qu'il habite, au fait, à Douga même. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui fait, c'est lui qui paye. Alors, il fait, il paye, et l'autre, il vient signer. C'est à peu près ça. C'est comme nos présidents aujourd'hui, qui viennent dédicacer un monument, ils n'ont rien déboursé, ou nos ministres. C'est à peu près ça. Pour le reste, on voit que les premiers aménagements quand même connus à Douga par ce document concernent le forum, et donc le centre-ville de Douga. Alors, les monuments sont énumérés, c'est le pavage du forum, une cour devant ou en avant le temple de César. Ça pose un problème à ce temple de César, parce qu'on n'arrive pas trop à le désigner. Certains pensent, peut-être raison, que c'est Tibère lui-même, d'autres pensent que ça peut être un autre César, ça peut être le César, hein, le César, le Césarat. Voilà. Et puis sur ces aménagements, Véronique va nous en parler plus. Le plan, donc en vert, les constructions à l'époque julio-claudienne, donc le temple à l'ouest qui est le temple de César, donc soit c'est Tibère ou peut-être Auguste en fait, mais comme on n'a pas d'inscription datée d'Auguste à Douga pour le moment, on a préféré appeler temple de Tibère. Donc on a un arc en 5 de base, en fait, qui était englobé, en fait, qui sont venus en fait détruire en partie le monument de Massinissa, le temple 2 qui a été agrandi, et en 3, enfin au-dessus de 3, c'est là où Jean-Claude Golopin a restitué l'autel d'Auguste qui est mentionné dans l'inscription. En 8, c'est le marché, mais qui est daté de 54. La photo suivante. Voilà donc la façade arrière du temple de Tibère. Donc vous observez un important podium avec des blocs à bossage et une niche
donc qui fait saillie. Au-dessus, en fait, c'est la forteresse byzantine qui a masqué la niche. Et la vue aérienne montre le désaxement, en fait, de ce monument. Donc, comme tout à l'heure, je l'indiquais, pouvait recouvrir un monument plus ancien. Pour prouver que c'était un temple, nous avons fait un sondage dans le portique. La photo suivante. Et pour retrouver en fait le vestibule du temple et l'escalier. Donc il fallait fouiller dans le portique puisque les constructions postérieures et le sol du portique en fait ont préservé les vestiges, alors que dans la cour il y a eu des perturbations byzantines et c'était difficile de retrouver des vestiges. Donc là, on a donc mis au jour ce podium avec des blocs bien taillés. Donc c'est les seuls vestiges qui restent de ce temple, de l'avant du temple, et la cella donc, qui était bien conservée. La photo suivante. Donc l'arc, en fait, l'arc s'est installé donc sur le monument de Massinissa et également, en fait, après a été lui-même transformé en tribune. Donc, par déduction, Jean-Claude Golvin a restitué à cet endroit l'arc de Tipert décrit dans l'inscription que Samia vous a présentée. On le voit à des petits détails, notamment de moulures, et une grande observation en fait des structures archéologiques. Photo suivante, qui montre la restitution donc faite par Jean-Claude Golvin. Et on a donc le soubassement conservé jusqu'à la corniche, donc qui reste englobé dans la tribune postérieure. La photo suivante. Alors, on vient de voir tout à l'heure que la communauté romaine existait au moins au temps de Tibère. Du temps de Tibère, donc en 36-37, elle est là, et elle existe, et elle est bien organisée. On va s'intéresser maintenant à l'autre communauté qui est en face, quand est-ce qu'elle a commencé à exister juridiquement. Quand je parle d'existence, je parle d'existence juridique. Alors, comment s'appelait cette ville avant? Là, tout à l'heure, je vous ai dit que Carthage avait hérité de 83 communautés africaines, pérégrines, indigènes. Le mot juridique qui les désignait était castellum. Donc c'était 83 castel. Ça s'appelait comme ça. Castellum, ça veut dire tout simplement une agglomération sans existence juridique particulière. C'est-à-dire une agglomération qui n'a pas de magistrat, qui n'a pas de sénat local, qui juridiquement dépend d'une autre ville. C'est comme on dit chez nous, le machikha, le sheikha, je ne sais pas comment le traduire, qui n'ont qu'un sheikh, qui n'est pas, disons, un magistrat souverain. Voilà, c'est ça. Une cité, par rapport à une agglomération non souveraine, se distingue d'abord par son sénat, par ses magistratures souveraines, bref, un maire. Voilà, un maire. Alors, on a, pour Douga, on le sait maintenant, elle devient cité, d'où le mot Civitas. Le mot Civitas, elle devient cité. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand elle est devenue cité. On a envie de savoir comment ce passage s'est-il fait, comment de village elle est passée à ville, sachant que la décision, elle est romaine, elle vient de Rome, elle vient du vainqueur, elle ne vient pas du local. Bref, si vous voulez avoir une petite idée sur ce que c'est qu'un castellum, comparez le libre à l'esclave. Vous avez à peu près la même chose. Une ville souveraine et une ville dépendante. C'est à peu près ça.
Qu'est-ce qu'une civitas encore? Comment se manifeste? Comment reconnaît-on une civitas? Au-delà du vocabulaire juridique qui la distingue, parce que ça c'est une définition juridique. Une civitas, c'est une ville qui a des frontières. Ça veut dire qu'elle a un territoire agricole, elle a des frontières qui sont manifestées par des bornes. Donc il y a un bornage officiel qui délimite la cité et qui la sépare des autres cités ou des autres entités administratives, un domaine impérial. Par exemple, une cité, c'est une cité qui a des magistrats souverains, l'équivalent de nos maires aujourd'hui. Pour une ville comme Douga, c'est le suffète. C'est la magistrature suprême dans une ville africaine, quoi, hein, à l'époque unique comme à l'époque romaine. Alors, nous le savons, c'est surtout grâce à ce monsieur-là. Alors, nous avons ce qu'on appelle, Marcus Licinius Rufus, on l'appelle le grand homme de Douga. Le grand homme de Douga, pourquoi? Parce qu'il est le seul, au milieu pendant tout le 1er siècle, il est le seul patron des deux communautés. Il est patron à la fois de la communauté romaine et il est patron de la cité, hein, comme l'indique le texte. Il a vécu, enfin, il a été à Douga au milieu du 1er siècle. On va dire grossièrement, grosso modo, on va dire entre 45 et 55, hein, pour faire simple. Hein. Alors, le seul patron de Douga, il n'est pas carthaginois, c'est bizarre. Il n'a aucune attache avec Douga, il vient d'étranger, il n'a pas été brillant dans sa carrière, puisqu'il a été préfet de l'aile bosphorane. Cette préfecture, c'est le deuxième grade dans le cursus équestre. Donc il est quand même à ses débuts dans la carrière équestre. Et il a été flamine perpétuelle à Carthage, de l'Auguste. Hein. C'est flamine perpétuelle, ça veut dire qu'il a ce grade religieux. Au fait, le flamine, c'est le prêtre du culte impérial. Et le prêtre du culte rendu à la famille impériale. Il est perpétuel, donc il est à vie. Hein, c'est un titre qu'on donne à vie. Hein. Il n'est pas perpétuel d'Auguste, il passe de l'Auguste. Hein, donc de l'empereur en général. C'est pour ça qu'on traduit de l'Auguste. De l'empereur vivant. Hein, ou de l'institution. C'est de l'Auguste ou de l'Augusta, comme vous voulez, mais c'est ça le sens. On suppose qu'il a reçu mission d'organiser les rapports entre les deux communautés. Peut-être qu'il y avait des conflits, peut-être qu'il y avait des problèmes entre les deux cités, raison pour laquelle on a eu recours à un étranger, pour des raisons que j'ignore. Mais l'étranger, ça se comprend aussi. Il n'a pas d'attache avec l'une ou avec l'autre communauté. On peut penser que seul un étranger peut être correct politiquement ou juridiquement avec les deux. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être qu'il est venu organiser, finaliser le statut de l'une et de l'autre, préciser la constitution de la commune, des deux communes, préciser l'appartenance ou distribuer les richesses du territoire, diviser, pas en construisant un mur, diviser l'oppidum. L'oppidum, c'est-à-dire l'agglomération à proprement parler. Petit détail, par exemple, s'il y a deux sources d'eau, hein, ce qui est le cas à Douga, décider quelle est la source d'eau qui appartient à l'un et quelle est l'autre qui appartient, quelle est la source qui appartient, par exemple, à l'autre. Dire là, ça s'arrête la communauté des Carthaginois et là, ça s'arrête la communauté. On ne sait pas trop, mais en tout cas, ce monsieur est sans doute, vu tous ces détails-là que je viens de rappeler, est venu pour une mission particulière et qui concerne les deux communautés. D'où le patronat des deux communautés vivant ensemble. L'autre question, donc comme on a dit, oui, on parle là parce que c'est à son époque, c'est l'un de ses affranchis au fait. Alors c'est un monsieur qui est connu. Alors on connaît à côté sa grand-mère, on connaît son affranchi ou ses deux affranchis. Enfin, il est connu par à peu près 8 documents, 8 inscriptions comme celle-là, lui et sa familia, donc sa grand-mère, et surtout ses deux affranchis et ses deux esclaves. C'est les seuls esclaves que l'on connaît à Douga en plus. Et on le sait par la documentation épigraphique
mais entre autres actes énergétiques, un de ces affranchis, je crois, c'est Tyrannus qui a fait le marché, je crois. Hein, en 54. Donc à l'est de l'hôtel d'Auguste, on a les traces du premier marché, mentionné par une inscription. En fait, on voit la cour et les rainures pour l'écoulement des eaux et les seuils des deux boutiques latérales. En fait, on avait un marché qui a été restitué par Jean-Claude Golvin, un peu plus petit que le marché qui sera reconstruit sous commode. Donc petit à petit, en fait, le centre monumental se construit. Bien sûr, on a des lacunes, mais petit à petit, on voit que les monuments principaux, notamment le marché, alors est-ce qu'en deux on a une place comme l'a restitué Jean-Claude Golvin on n'a pas fait de fouilles sous la place de la Rose des Vents pour savoir, mais l'entrée sur le forum était en fait marquée par un arc. On avait donc toute une série d'arcs qui au milieu du 1er siècle marquaient les entrées du forum, avec peut-être donc des portiques latéraux, mais on n'a pas de traces de ces portiques. Ces portiques ne seront construits que sous Antonin le Pieux. Alors, principale question, bien sûr, Douga est passé banalement de village à ville. Quand on ne sait pas, mais on va essayer de le savoir. Nous avons ce document qui, pour la première fois, atteste, c'est la plus ancienne inscription qui fait mention de la cité pérélienne. L'inscription date de l'année 48-49, précisément entre le 8 décembre 48 et le 9 décembre 49. Elle fait mention, donc pour la première fois, de la cité pérégrine, 48-49. Mais ce qui est intéressant, on va donc revenir un petit peu. Alors c'est toujours la même chose. Un magistrat qui vient de Carthage, qui fait la dédicace, qui signe l'hommage, et puis nous avons toute une famille locale, de Douga, des Pérégrins, de la cité, qui paye et qui fait le monument. Ce qui est intéressant, vous le lisez en haut, c'est que l'hommage associe Auguste à leur mort. Il est mort, Auguste, on est en 48-49, Divus Augustus, et le prince régnant qui est Claude. Donc là, c'est une question, pourquoi Auguste? Pourquoi rappelle-t-on Auguste longtemps après sa mort, Et puis, deuxièmement, c'est la famille locale qui est impliquée dans l'affaire, et c'est ça qui est le plus intéressant, en fait. Si on peut passer au stemma suivant, à la figure. Après, voilà, elle nous fait connaître cette famille-là, attestée sur 3 générations. Alors, on est en 48-49, comme je vous le dis, et si on veut trouver une suite logique, ou rechercher une chronologie logique pour ça, il faut commencer par le bas, pas par le haut. Alors, là où nous sommes, les 2 fils qui sont à gauche, ils sont tous les 2 citoyens romains. Ils sont des Tougenses, mais citoyens romains. Donc, ils sont devenus romains par un bienfait du prince. D'où le gentilisme Iulius. C'est Jules, c'est le gentilisme de César et d'Octave et d'Auguste. Donc, ils deviennent romains, mais ils prennent le gentilisme de l'empereur qui a accordé cette citoyenneté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le dernier est dit suffet gratis, gratuitement. Gratis, c'est-à-dire habituellement, à l'époque, le magistrat fraîchement élu, quand il est élu, il paye ce qu'on appelle une somme honoraire, qui est conforme à l'éclat de la magistrature. Si les maires, ils payent tant, si les édiles, si le trésorier, simple trésorier, il paye tant, etc. Là, c'est le sommet de la hiérarchie, mais on lui accorde le suffetat gratis, c'est-à-dire qu'il ne paye rien. Il a le titre de suffète, de maire, il ne paye pas. Ça, c'est la dernière génération. Ensuite, nous avons son père, qui est le principal personnage, Iulius Venustus, donc lui aussi citoyen romain. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a géré tous les honneurs. Donc, il a
accompli un cursus complet chez lui. Il a été trésorier, il a été ce que vous voulez, il a été maire, et puis, comme vous voyez, on distingue le Flaminas du divin Auguste, du divin de l'Augusta, ou de l'Auguste, des autres magistrats. Tu sais que le Flaminas, c'est une prêtrise, hein, elle est différente, donc de nature différente. Et puis, comme s'agissant de prêtrise, elle peut être accordée aussi aux étrangers, comme à ce monsieur dont on vient de parler. Alors, regardez aussi que lui, Julius Venustus, il est citoyen romain, mais ses trois frères ne le sont pas, puisqu'ils n'ont pas de gentilice, ils n'ont pas de nom de famille, qui est la marque de la citoyenneté romaine. Ce qui fait qu'une branche de cette famille a reçu la citoyenneté romaine par un bienfait du prince, et les autres non. Et puis nous avons le père, qui lui aussi a géré tous les honneurs, et puis Flamine du divin Auguste. Ce qui est intéressant ici, nous sommes en 48-49, 3 générations de magistrats. Alors on va imaginer qu'en 48, le petit-fils est devenu suffète. Il faut supposer que son père l'a été au moins 20 ans avant. 25. On peut jouer après sur les chiffres, et le grand-père, idem. Ce qui fait qu'en 48-49, Douga était cité depuis au moins 2 générations. Et moi je dirais depuis au moins 50 ans. Et je pense que Douga est devenu cité, est passé du grade de village au grade de cité sous Auguste. Et c'est ce qui justifie, dans l'inscription qui était là, l'association du prince défunt. C'est ce qui justifie que Auguste, longtemps après sa mort, est associé dans cet hommage. Voilà, donc les 25 ans. Bon, passé. Ah oui, voilà. Donc, passé là, les 2 communautés, visiblement, sont bien constituées au milieu du 1er siècle. Et ce qui va se passer, c'est tout à fait normal. C'est la recherche de l'affranchissement. C'est la recherche de la séparation par rapport à Carthage. Et les bienfaits que les princes vont accorder au fur de leur existence à l'une et à l'autre communauté. Là, par exemple, c'est une inscription qui parle de Carthage et de la Pertica. Alors, vous voyez là, la 3e ligne, la Pertica des Carthaginois, c'est-à-dire le grand territoire des Carthaginois. L'inscription a été trouvée à Douga. Ça veut dire que Douga fait partie de la Pertica des Carthaginois. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons là la mention de l'immunité de la Pertica des Carthaginois. Ça veut dire que la Pertica des Carthaginois ne payait pas l'impôt, les impôts. Quels impôts, on ne sait pas, parce qu'il y a plusieurs immunités. Mais on suppose ici que c'est l'impôt foncier, donc l'impôt sur la terre. L'autre question, c'est que quand même on est sous Trajan, on est en 106, je crois. On est à peu près en 106 ou 107, je ne sais plus. En tout cas, sous Trajan, c'est que quelqu'un qui dit... Alors là, nous avons un type très influent qui a géré une carrière en Aquitaine, en Gaule donc, mais qui est dit défenseur de l'immunité de la Pertica des Carthaginois. Et nous avons ensuite un autre personnage, à la fin, qui s'appelle Quintus Marius, notre Marius, etc., qui a été envoyé pour cette affaire-là. Donc nous avons quelqu'un qui a réuni un dossier, qui a fait le dossier, l'historique, etc., qui a fait préparer les arguments pour défendre cette immunité-là, et qui est allé à Rome, on pense, pour trouver ce fameux défenseur, ce personnage influent, mentionné au début, pour que lui, il défende cette cause auprès du Sénat ou auprès de l'empereur. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que s'il y a défense, si quelqu'un a défendu l'immunité de la Pertica des Carthaginois, c'est qu'elle est menacée. Elle est acquise. Dans le texte, elle est acquise depuis longtemps. Et quelqu'un a menacé cette immunité-là,
Et c'est ça la fausse question. En fait, on ne sait pas qui. Est-ce que c'est la chancellerie? Est-ce que c'est l'empereur, enfin le pouvoir impérial? Ou est-ce que c'est Carthage qui a menacé cette Carthage qui peut-être voulait récupérer des impôts sur les terres de ces anciens, de ces pagis, de ces quartiers situés à plusieurs kilomètres. Donc, vous comprenez un peu ici aussi que, étant une bounis, le pagus, la communauté, est quand même, vous savez, de l'argent. Et que tout ça, ça fait un enrichissement assez intéressant des Touganses. Et à partir du IIe siècle, cela va se traduire dans le paysage urbain. Oui, je vois que... Voilà. 5-10 minutes, ça va? Donc, frénésie un peu des chantiers, etc., grâce aux grandes familles. Ça va être l'affaire des grandes familles, toujours. On a la grande famille, c'est la famille des Gabini, et on a une autre grande famille, qui est la famille des Marsilly. Alors, Véronique va faire le stemma des Gabini, puis on verra un peu la construction, les constructions qu'ils ont payées. Tu peux aller jusqu'au marché. Donc, on a restitué, grâce donc, aux inscriptions, la famille des Gabini, en fait, à partir de 48-49 jusqu'au IIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque de l'empereur Sévère Alexandre. Cette famille, en fait, c'était des grands mécènes de Douga et qui, on les retrouve dans les constructions du portique du Forum, le sanctuaire de Célestis et les templats concordiers. Donc rapidement, on va vous montrer quelques monuments qu'ils ont fait construire. Donc là, on a l'inscription des templats concordiers qui mentionne au moins les 4 divinités, c'est-à-dire la Concorde, Frugifère, Hyperpater. On a une autre inscription qui mentionne Mercure, et en fait, il nous manque la 5e inscription. Donc les templats concordiers, tout le monde avait cherché plusieurs temples. En fait, on peut très bien admettre que c'est un temple avec plusieurs scellés. La suivante, ce qui est le cas de ce grand temple, pas très loin du marché, donc avec une cella principale sans doute dédiée à la Concorde et 4 scellés latérales, et les portiques. Le mur de fond est orné de niches où étaient donc placées des statues. Le portique est les conserve, avec un autel donc au milieu et un accès au théâtre cultuel au sud. La suivante. Donc le théâtre, sous les gratins, comme je vous le disais tout à l'heure, on a les vestiges de l'habitat numide, et c'est un petit théâtre avec sans scène, mais avec un mur de scène avec un ordre sur 2 colonnes, comme le montre la restitution de Jean-Claude Colvin. Donc là, l'architecte a utilisé le relief donc, de Douga, la pente, pour la construction de toutes ces constructions, et notamment pour cet édifice de spectacle. La suivante. En même temps, donc, le théâtre de Douga est construit en 166-169. C'est un monument qui comprend 3 rangées de gradins et puis des sièges réservés aux notables, les 5 premiers rangs. Donc on a une petite orchestra,
un mur devant la scène, donc décoré de niches, et un mur à fronce-pied, donc décoré de deux étages de niches. Mentionne donc les différents bâtiments du théâtre, basilique, portique, existe, la scène et tous les ornements. Et donc on a retrouvé plusieurs statues, dont une tête de l'empereur Lucius Verus. La suivante. Donc le Capitole, donc rapidement, est construit en 166-169. C'est vrai qu'en Afrique, les Capitoles sont construits tardivement, mais la photo suivante, on a un Capitole donc, construit sur un haut podium, mais avec une seule cella qui comprend 3 niches, où était donc là, au centre la statue de Jupiter, dont on a retrouvé la tête, et les 2 niches latérales pour Junon et Minerve. Donc sur le fronton, qu'on a montré tout à l'heure, on a un décor, donc il y a très peu de tympans décorés, mais là c'est l'empereur, c'est l'apothéose de l'empereur Antonin, enlevé enfin, par un aigle. C'est une décoration qu'on retrouve également à Rome. Elle a été un peu abîmée, mais quand même elle reste visible. La suivante. Donc le portique d'Antonin, construit donc entre 138 et 161, montre donc avant bien sûr la construction du Capitole, la finition du forum, et on verra donc après la continuation des constructions à l'est avec la place de la Rose des Vents. Avec au nord le temple de Mercure, et l'inscription donc précise le temple de Mercure comprend 2 scellés, des statues, un portique, des absides. Les absides, c'est celles qui décorent le vestibule, et puis tout le décor. La suivante, c'est la même inscription en fait. Était reproduite sur le marché, qui a été entièrement reconstruit à la même époque. Et du côté est, la place de la Rose des Vents était dominée par une tribune aux arangues. Donc sur la place, une rose est gravée, et avec les noms des 12 vents. La suivante. Donc ça fait une harmonisation, puisque en fait l'architecture reprend exactement à peu près le même style que le portique d'Antonin, comme le montre l'élévation restituée par Jean-Claude Colvin. La suivante. Donc 2 portes permettaient d'entrer sur cette place, et portaient donc les noms des dédicants qui sont mentionnés sur les 2 inscriptions du temple de Mercure et du marché. Donc toutes les inscriptions ont été, enfin une bonne partie, renvoyées dans la forteresse byzantine, juste à côté du temple. Donc souvent les inscriptions seront renvoyées juste à côté, ou ont été déplacées, comme pour le temple de Minerve II. Elles sont descendues jusque dans la muraille nord. Donc le sanctuaire de Mercure comprend 3 scellés avec des attributs différents de Mercure, mais c'est un tout petit temple face au Capitole, comme on l'a vu dans la restitution précédente. Le temple paraît tout petit, mais il avait le lien avec le marché en face, puisque Mercure est le dieu du marché. La suivante. Voilà, le marché.
Donc rapidement, donc là, le marché est agrandi, une grande cour avec une fontaine au milieu, et puis toute une série de boutiques, et au fond, une abside dédiée à Mercure. Donc, on a une inscription qui mentionne cette abside. La suivante. Voilà une vue aquarellée de Jean-Claude Colvin. Donc c'est daté à peu près du IIIe siècle. Il a restitué le forum. En fait, il l'a restitué avant d'avoir travaillé sur Bouga. Donc, il y a très peu d'erreurs dans sa restitution qu'il avait faite à l'origine. Mais bien sûr, après, il a pu compléter les restitutions de détails. La suivante. Donc, l'aqueduc d'Aineaman, c'est la grande construction qui est datée de 166-169, je crois. Donc, on a été chercher la source à une douzaine de kilomètres. Il y a très peu de dénivelé, une dizaine de mètres. Il y a 7 ouvrages d'art qui traversent les vallées et 130 regards, puisque le canal, ce qu'on appelle le spécus, est en partie souterrain, sauf sur les ponts. Et à l'arrivée, c'est les citernes. Je me suis trompée parce que j'ai mis des Agne-Misère, mais c'est Agne-Malama. Mais voilà, donc excusez-moi, j'ai fait une erreur sur la photo. Voilà, donc à cette époque, il y a un besoin en eau très important, puisqu'il y a aussi des thermes qui vont être construits, les thermes de Caracalla. Donc on prévoit un besoin en eau très important. La diapositive suivante. Le sanctuaire de Saturne. Donc, on a vu donc, avec la reprise des travaux qu'il y a plusieurs états, mais l'un des derniers états est mentionné par une inscription en 195. Et c'est là où on construit un portique sur 3 côtés, 3 scellés qui pouvaient être déjà construites, donc avec une cella principale, tout un décor de stuc, et puis en façade un calcidicum, donc un portique, et sans doute un escalier qui monte à une plateforme en raison de la pente, donc un escalier latéral. Mais ce calcidicum, ce portique extérieur, a été construit dans un second temps, puisque on voit bien qu'il y a une porte antérieure qui donne accès par un porche à cette cour. Donc ce sanctuaire a entièrement recouvert le Tophet que on vous a présenté tout à l'heure, et par la construction en fait de citernes qui a employé une majorité de stèles. Donc la tête de Saturne, de la statue de Saturne, a été découverte dans les fouilles de Claude Poinceau. La photo suivante. Voilà, donc là, parmi les récentes découvertes, 2 stèles complètes, dont l'une donc est d'une stèle de Saturne inscrite mais martelée. Mais à Bouga, on n'a pas le nom du dieu, on n'a que le nom du dédicant, donc avec une formule votive. Donc on a, je ne sais pas combien, quelques centaines de fragments de stèles qu'on a retrouvés et qui sont en cours d'étude. Donc une stèle donc, à registre avec représentation de béliers, de taureaux, et bien sûr le signe de Tanit qui en fait petit à petit prend une forme humaine. On voit une tête avec des yeux, donc il y a toute une évolution dans le décor. Donc ça, c'est une stèle qu'on a retrouvée donc, couchée, mais en fait sur le Tophet.
La suivante. Voilà. Oui, alors je vais aller très rapidement. L'histoire de Douga, vous pouvez Douga et deux communautés, vous pouvez la comparer à l'histoire d'un esclave qui est sans cesse à la recherche de la liberté. Il ne peut pas devenir libre. Il peut être libéré, mais il ne peut pas devenir libre. Donc, au courant de sa vie, il obtient des privilèges, comme Douga. Le Pagus et la cité, avant de fusionner, ont obtenu pas mal de privilèges. Et ces privilèges ont fait que, vers la fin du second siècle, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui appartient à la cité et qu'est-ce qui appartient à l'autre communauté d'en face. Mariage mixte, etc. Les grandes familles avaient la double citoyenneté de Douga et de Carthage. Les grandes familles étaient des gens très riches. Ils pouvaient même arriver au Sénat carthaginois. C'est important quand quelqu'un de la province de province, si on peut appeler ça comme ça, il devient magistrat à Carthage, car pour son fils, les portes de Rome sont ouvertes. Donc, d'où cet enrichissement important des notables, et cela s'est traduit donc, sur l'urbanisme de Douga. À la fin du IIe siècle, au début du IIIe siècle, la fusion était inévitable. Les deux communes ont fusionné et on assiste en 205 à la naissance du municipe de Douga. Hein? Et cela s'est traduit, donc, fini le Pagus, fini la cité, maintenant c'est une seule ville. Évidemment, c'est un événement qu'il fallait marquer sur le terrain. On élève un arc au promoteur du municipe, à celui qui a fait le municipe, c'est Septime Sévère. Ça, c'est l'arc de Septime Sévère. Très rapidement, cette liberté acquise, parce que Douga se dit municipium septimium, donc septimium c'est Septime Sévère, Aurelium c'est Caracalla, c'est le gentilice de son fils adoptif Caracalla, et puis il se dit libérum, libre. La liberté est évidemment la liberté par rapport à Carthage, qui a toujours menacé cette liberté-là, même au temps du municipe. On se demande comment, en tout cas elle l'a fait, puisqu'on le sait par, si on passe à la photo suivante, on le sait par un autre document épigraphique dédié à... Non, l'arc de Sévère Alexandre. On n'a pas mis. Bon. Oui. Donc voilà. Donc dédié. Donc ils ont fait un dédicace à Sévère Alexandre, le qualifiant de conservateur libertatis, celui qui a sauvé la liberté de Douga. Encore une fois, il a sauvé quelque chose qui était menacé, même au temps du municipe. Donc là, Carthage n'a pas encore arrêté de menacer la liberté pour des raisons financières, on le devine. Et après, on assiste en 261 à la naissance de la colonie. Ça y est, c'est la dernière étape dans la promotion juridique. À l'époque de Gallia, c'est la colonie de Douga. Et puis, comme d'habitude, elle change de nom, hein, et elle prend le gentilice Municipium Septimium Colonia Licinia, c'est-à-dire le gentilice Licinius, qui est le gentilice de Gallia. Curieusement, c'est une réussite du point de vue juridique, c'est une réussite politique pour l'agglomération, mais elle coïncide avec un déclin. Hein, parce que là, les chantiers s'arrêtent. On ne construit plus à Douga, on se contente uniquement de restaurer, et encore. Hein. Il n'y a plus de nouvelles constructions, et c'est ce qui frappe à Douga à partir du IVe siècle. On a l'impression qu'on passe du village petit à petit, de la ville plutôt petit à petit, au village. Ce qui est curieux à Douga, c'est cette église, c'est la seule que l'on connaît à Douga, l'église dite Victoria. Elle étonne par ses petites dimensions, c'est la seule, hein, si on compare ça à Tibourg-Boumalius, à Soufetoula par exemple, ou à Telep, où on trouve des dizaines d'églises. Douga, nous n'avons trouvé que celle-là, et c'est une petite église, à se demander si à peine une centaine de personnes pouvaient s'y tenir debout. Et donc on est pratiquement sûr que vers le 5e, le 6e siècle, Douga était vraiment un village, hein, si ce n'est une petite bourgade ou un petit quartier de rien du tout. Après, c'est les Byzantins et la fortification donc, du centre monumental qui s'est transformé en forteresse byzantine.
voilà, et puis très rapidement, oui, c'est donc le centre monumental. Les gens, ils viennent se cacher à l'intérieur. Après, on a la dernière fortification de Douga, oui, c'est celle-là. Elle est curieuse comme muraille. Elle reprend peut-être le tracé de la ville numide pré-romaine. Elle est sans doute, à mon avis, elle a été restaurée, corrigée et réparée après l'invasion arabe. Ce n'est pas chrétien, ça. Ce n'est pas tardif, de l'Antiquité tardive. Mais on a l'impression qu'on revient aux sources, à l'origine, au début de la ville de Douga, puisque, comme vous le voyez, plus d'un tiers de la ville est rejeté à l'extérieur, est rejeté par la muraille. Le temple de Saturne est dehors, les arcs sont dehors, c'est vestige dehors, le mausolée libico-punique sont dehors, le hammam, les termes de Indora sont dehors. Après, l'histoire, on la connaît. Douga a continué à être occupé jusqu'au milieu du XXe siècle, quand même. Hein, les gens ne l'ont pas quitté. Il y a tout un art qui s'est perdu à Douga, c'est l'art de bâtir, puisque les gens, jusqu'au milieu du XXe siècle, ont continué à squatter, à resquiller dans les bâtiments antiques, en usant de petites réparations, de rien du tout. Cela jusqu'au début de la fouille, des fouilles de grande envergure, et la naissance à quelques kilomètres de Togajdid, où les habitants ont quitté donc, le site pour habiter dans le nouveau village, qui est aujourd'hui une délégation. Et comme témoin en fait de cette ruralisation, c'est l'évolution du forum. Tu finis avec ça, Véronique. On peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Non? Juste en arrière. Voilà. Donc là, on a l'évolution à partir de l'Agora numide, jusqu'à la forteresse byzantine. Donc l'évolution du centre monumental montre bien, donc à l'époque byzantine et même déjà à l'Antiquité tardive, une régression de l'urbanisation. Après, donc, il y a à nouveau une expansion limitée quand même, comme Samir l'a dit, par l'enceinte médiévale. Et s'il n'y a que le village qui va se réimplanter sur toute la ville romaine, jusqu'en 1960. Et donc la photo de détail, on peut la voir à nouveau. Tous les blocs, toutes les constructions, comme on dit, les courbis, ont été construits avec des moellons antiques. On peut voir la photo suivante. En haut, donc, vous êtes sur la place de la Rose des Vents. Et à gauche, c'est le Capitole. Donc, vous avez à peu près sur la place de la Rose des Vents 3 mètres à 6 mètres de remblai. Et donc, c'est tous les moellons des constructions romaines qui ont été employés d'abord dans la forteresse byzantine, puis dans les courbis arabes, donc qui ont été démolis à la fin du 19e, début du 20e, progressivement. La photo suivante, s'il vous plaît. Bon, il y a également la mosquée, donc l'un des derniers vestiges du village. La photo suivante. Et oui, voilà, juste pour vous montrer que c'est un projet de coopération qui dure quand même depuis 1900, je crois, 91. Ça a été commencé par Guy Morin et Mostaranius et il se poursuit aujourd'hui par moi-même et Véronique, et que nous n'avons pas chômé, puisque ça a donné naissance à plusieurs publications, de 1997 à gauche jusqu'à ce mois-ci, avec la Tunisie au patrimoine mondial de l'humanité et où bien sûr Douga a sa petite place. Et puis ça a donné quand même naissance à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 publications de qualité. C'est cette satisfaction-là que nous avons en parlant de Douga. Merci.
merci beaucoup Samir et Véronique pour cette présentation très illustrée. Vous avez su nous faire entrer dans cette ville qui, en vous écoutant, on a l'impression qu'elle renaît sous nos yeux. C'est vraiment très, très étonnant. Bon, la force des historiens, c'est de nous raconter des histoires. Donc vraiment, j'étais très heureuse de vous écouter. Puis, vous m'avez personnellement donné envie de m'y rendre parce que je ne connais pas encore cet endroit. Alors, tout de suite, séquence questions. Donc, je ne sais pas qui parmi vous a envie de les interroger. Le premier, c'est plus difficile, hein, il faut se lancer. Non, personne. Ah non, il ne faut pas nous regarder, on fait partie du projet. Alors. Et vous n'avez pas de question? Alors, si. Moi, j'avais une question. J'ai compris que le site était très grand. Et je me suis demandé, mais comment face à un site comme celui-là, on choisit d'aller prospecter d'un côté plutôt que d'un autre? Enfin, c'est un peu naïf comme question, mais comment faites-vous? On a une problématique de fouille. Donc, le premier programme portait sur le corpus des inscriptions. Donc là, il y a eu tout un travail d'inventaire sur des inscriptions. Après, il y a eu plusieurs programmes. Donc l'équipe allemande, par exemple, avait un programme sur la recherche des niveaux humides. Donc ils ont implanté des fouilles à la fois au nord, à la nécropole, sous les temples à Concordier, puisqu'il y avait des vestiges trouvés sous le théâtre cultuel. Et puis également, après, ils se sont intéressés à une maison, la maison du Trifolium, et à d'autres maisons également. Et donc, ils ont fait des fouilles jusqu'au niveau numide et même préhistorique, puisque c'est eux qui ont trouvé. Pour notre part, on avait un projet sur les sanctuaires, que Jean-Claude Colvin a dirigé avec Moustapha Ranoussi. Et on a commencé par certains monuments qui étaient très mal connus. En fait, tous les monuments, tous les édifices cultuels étaient inédits, y compris le Capitole. Tout le monde parlait du Capitole, mais le Capitole était inédit. Donc, on a commencé par une thématique, donc Victoire de Caracalla, le sanctuaire de Célestis, un petit temple dit de Pluton. Et puis après, comme il y avait un projet de mise en valeur, on a travaillé sur le forum. Donc c'est pour ça qu'on a revu toute l'évolution du forum. Grâce aux inscriptions, on avait des dates clés. Malheureusement, les fouilles précédentes ont supprimé pas mal d'indices. Et puis, comme c'est un site très touristique, les sondages sont très limités au forum. On ne peut pas faire de grands fouilles. Et en même temps, il y avait le projet de restauration. Mais on a pu faire quelques sondages clés qui nous ont permis de découvrir donc, le temple de Tibère, l'identifié, et puis également le temple à 3 piliers d'époque numide. Et puis là, Samir m'a demandé de continuer sur le projet des temples, sur le projet des sanctuaires périphériques qui était inédit, avec Saturne, Minerve 2, le sanctuaire inédit de Rajnem, qui avait été fouillé à partir de 2002 et en 2014, et qui est sans doute un sanctuaire de Neptune. Et également donc un petit sanctuaire qui est près du mausolée sud. Et par cette approche plutôt faite de Baal, Saturne, on s'intéresse à l'époque numide et on a repris donc du coup les monuments funéraires de la nécropole pour établir en fait des comparaisons avec par exemple les ossements de Périnato et les immatures qu'on trouve dans la basilique. Donc en fait, on étend la problématique
Et en même temps, on fait un inventaire de toutes les collections anciennes et l'étude du matériel qu'on trouve en fouille. Donc, il y a des céramologues sur la céramique pré-romaine, donc Yamen. Il y a des céramologues sur l'époque romaine. Il y a des spécialistes des monuments funéraires proto-historiques. Aysen Nabiti est ici présent. Donc, il y a les stèles aussi qui font. Il y a le décor architectural, les monnaies. Donc, on essaye au fur et à mesure de retrier tout le matériel dans les réserves qui est inédit et qui, en fait, permettent aux spécialistes d'établir une chronologie. Et donc là aussi, ça, j'espère, débouchera sur des publications très importantes et de référence, puisqu'on ne connaît pas la céramique pré-romaine de Douga, même la céramique romaine est mal connue. Donc là, par les fouilles, on va avoir quelques éléments de datation. Déjà pour la céramique commune, avec des importations, on peut préciser les datations. Alors, question dans la salle. Je me présente, Salma. Je voudrais juste poser une question. Donc, pendant la période numide, Douga n'était pas sous tutelle. Il n'était pas sous la tutelle de Carthage, je veux dire. C'est ça? Il était indépendant? Oui. Oui, c'est ça en fait. Elle était indépendante jusqu'à la défaite de Carthage et disons, quand les Romains quand Carthage est devenue romaine, c'est ça? Après, quand Carthage est devenue romaine, finalement, elle est devenue colonie. Douga est devenue colonie de Carthage, c'est ça? Si j'ai bien compris. Un petit peu. Oui, à peu près ça. Alors, Douga a été d'abord dans le royaume de Juba, enfin dans le royaume numide, quoi. Ouais. Hein. Elle a été, cette partie-là a été sans doute colonisée par Carthage unique. Ah. Sans doute. Sans oui, doute. Sans doute. Mais on est sûr qu'en 203, Massinissa et ses fameux enquêtements sur le territoire de Carthage, puis 203, on était vraiment en plein deuxième guerre punique. Massinissa a réussi à récupérer pas mal de territoires à Carthage. Et on pense que Douga faisait partie de ces territoires. Donc elle est revenue sous la domination du royaume numide. Maintenant, quel statut avaient les villes dans le royaume numide? On ne sait pas. Ça, c'est malheureux. Il n'y a pas de texte. Voilà. Il n'y a pas de texte qui nous le dise. Les inscriptions latines, quand ils nous disent Civitas, cité, on sait ce que c'est. Maintenant, à l'époque romaine, c'est devenu une dépendance de Carthage. On ne dit pas colonie de Carthage, on dit dépendance, voilà, de Carthage. C'est, on va dire, un quartier de Carthage, mais hors de Carthage. C'est un peu comme les dom-toms, hein. C'est à peu près ça. Deuxième question, s'il vous plaît. Donc, on a l'impression que, d'après ce que les images, après l'an 50, que c'est l'essor. Donc, elle commence à bâtir d'une manière effrénée. Hein. C'est ça, les principaux monuments. C'est des monuments qui sont un peu plus raffinés ou un peu plus élaborés. C'est des monuments qui ont été bâtis comme les anciens, par des bienfaiteurs, ou c'est toute la communauté qui a commencé à bâtir, ou on n'en sait rien, je ne sais pas. Alors il y a il y a les évergettes, bien sûr. Le théâtre, ça a été construit par une personne. Hein. Marcius Quadratus, les temples de la Concorde, ça a été construit par une personne. Alors, la Concorde, il a été non seulement construit par lui, donc de son argent, mais sur un terrain qui lui appartient aussi. Donc il donne à la fois le terrain, où il achète, et généralement il donne le terrain, et il le construit. Par contre, il y a d'autres monuments qui sont payés par la collectivité, comme l'aqueduc. L'aqueduc, il coûte très cher. Aucun évergette ne pourra payer un aqueduc, ça coûte des millions de sesterces.
L'aqueduc a été financé par la cité. Donc on a deux types de monuments, construits par des individus, les évergètes, généralement c'est des magistrats. C'est comme je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle l'évergétisme au bonorem, c'est-à-dire l'évergétisme qui vient après l'élection à une magistrature ou après l'élection à une prêtrise, etc. Il dit, si vous m'élisez, c'est à peu près ça, il y a une campagne, il dit, si je suis élu, je donne ceci. C'est ce qu'on appelle l'évergétisme au pouce vers le monument. Et s'il fait la promesse, il doit s'acquitter de cette promesse-là et il doit construire le monument qu'il a promis de construire. Je répondrai à la première partie de votre question. En fait, vous avez dit que les constructions se développaient à l'époque romaine, mais en fin de compte, il y a quand même des constructions monumentales de l'époque numide, le mausolée. On a deux mausolées maintenant à Douga. On a la Basina, qui est en fait des monuments qui sont des monuments hellénistiques en fait. On retrouve en Afrique, mais aussi en Grèce, en Italie. C'est-à-dire que les autres monuments de Douga numides ont été démolis, mais il reste aussi le Magdès de Massinissa. Donc c'était quand même, je pense que la ville numide avait une architecture très importante et de qualité. Alors, s'il vous plaît, quand on est sur place à Douga, les guides nous ont dit que pratiquement le tiers du site est encore enseveli. Est-ce que c'est vrai que c'est très grand, c'est encore plus grand que ce qu'on voit maintenant à Douga? Oui, le site est dégagé à raison de 30%. Bon, enfin, l'essentiel de la ville est dégagé. Ce qui reste, c'est les nécropoles, un peu les environs, quoi. Ça reste, c'est vrai, mais l'essentiel, le centre urbain, quoi. L'essentiel est quand même bien fouillé, bien dégagé. Alors, on pense que c'est un site, on estime l'étendue du site à 70 hectares, mais y compris les nécropoles, y compris même les carrières qui sont éloignées. Mais la ville à proprement parler, oui, elle est bien connue quand même. Hein, bien connue. Mais c'est une petite ville, hein, Douga. Mais c'est impressionnant quand on voit les monuments. Oui. Ils sont impressionnants. Parce que c'est bien conservé. Oui, c'est ça. Moi, j'ai dû visiter ici 6 ou 7 fois. Et à chaque fois, j'ai eu le même étonnement, la même fascination. Ah oui, absolument. On a du mal à quitter le site quand on y va. Oui. Parce qu'on imagine quelle était la vie de ces... Oui, la grandeur et le travail qui a été fait. Ça fait quand même du temps qui est passé. C'est ce que nous avons dit. Hein. Ce qui frappe en Douga, c'est l'état de conservation qui nous leurre un peu. La région aussi bien conservée. Comparer Douga, par exemple, à un site comme Agrumet, c'est comparer l'incomparable. Oui. Vu la région est bien conservée. Oui, c'est aussi une petite ville comme Douga. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de constructions souterraines, donc les mosaïques sont magnifiquement conservées. En tout cas, on vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Je vois que nous avons une fan de Douga. D'autres questions vers le fond, au milieu? Alors moi j'ai peut-être une dernière question, parce qu'il n'y en a pas d'autres dans la salle. Par rapport au classement UNESCO, je voulais savoir qu'est-ce que ça avait changé pour les équipes scientifiques qui y travaillent. Est-ce que ça a changé? Est-ce que l'effet se fait encore sentir aujourd'hui? Il me semble que le classement est intervenu en 1997, c'est ça? Oui, d'accord, 97. En fait, c'est ça la question, c'est qu'est-ce que ça a changé pour les chercheurs? Oui.
Je crois que en fait, c'est pour plutôt la renommée du site au niveau touristique, mais pour les chercheurs, ça n'a pas attiré des financements. Non, on le souhaiterait. Et puis il faut continuer la mise en valeur du site, notamment justement la zone périphérique, proposer différents circuits aux visiteurs. Bon, certains reviennent, comme madame, mais bon, ça mettrait quand même. Il y a eu donc un projet FSP entre 2006 et 2008 qui a permis, en fait, mais grâce à l'équipe scientifique qui était sur place et aux ouvriers de la conservation, de faire la restauration du forum. Mais le projet a financé quelques études. Mais on aimerait bien avoir un autre projet FSP pour... Fonds de solidarité prioritaire pour les initiés. Et donc, notamment, parce que là, nos fouilles, par exemple, la découverte d'ossements nécessite beaucoup d'analyses, des analyses qui coûtent cher. Donc là, on a à la fois la recherche, le patrimoine et la formation. Donc actuellement, plusieurs doctorants travaillent sur le site, soit sur une thèse en relation avec le site, soit sur d'autres sujets proches, et donc de collaborer à ce projet, leur permettre aussi des séjours en France, donc avec le PHC Lutique, le partenariat Hubert-Curien. Mais c'est vrai que l'UNESCO n'apporte qu'un label et puis fait aussi normalement vérifie que le site est toujours protégé. Ça fait une protection du site, mais bon, dans le cas de Douga, il n'y a plus beaucoup d'habitat sur place, donc le site est protégé, mais il faut l'entretenir, et l'entretien demande des moyens. Et pour l'entretenir, il faut aussi des scientifiques, parce qu'on ne peut pas restaurer sans avoir fait l'étude préalable. Et tous les monuments ne sont pas étudiés, notamment par exemple les maisons. Certaines maisons n'ont pas été du tout étudiées, il y a des termes. Beaucoup d'autres monuments mériteraient des études scientifiques. J'entends bien le message. Juste pour insister sur un détail, il n'y a pas de problème d'argent. Pas ça le problème. Le problème, c'est les idées et c'est les projets. Pour avoir des projets, il faut avoir des idées. Mais le gros problème d'un site comme Douga, parce que on est tous d'accord, c'est magnifique, mais on ne comprend pas pourquoi il n'attire pas beaucoup de monde. Parce qu'il y a à peine 30 000 visiteurs par an. Je ne parle pas du scolaire et tout ça, je parle des visites payantes. C'est au fait une question de stratégie d'État. L'État n'a pas de stratégie claire vis-à-vis du patrimoine. Tout dépend si on considère le patrimoine tunisien comme une richesse, ou si on le considère comme un passé, tout simplement. Une richesse, c'est-à-dire stratégique, qu'il faut protéger d'abord, mais qu'il faut améliorer par tous les moyens, parce que le plus important, ce n'est pas le site lui-même, c'est l'environnement du site. Comment arriver au site? Être une fois au site, oui, comment arriver au site, c'est un problème. La route, elle est un peu longue, et je ne sais pas si vous l'avez fait beaucoup de fois, quand même, il y a beaucoup de commodités qui manquent, hein, ce qui décourage beaucoup de gens. Ça, c'est une stratégie d'État. Hein. Mettre en valeur, conserver, etc., au même titre que si l'État protège l'eau, protège l'air de la pollution, protège la forêt. Hein. Ça dépend si l'État décide un jour de considérer le patrimoine, son patrimoine, même s'il est antique ou même s'il est pré-islamique, comme une richesse à mettre en valeur et dans laquelle il faut investir. Ce qui n'est pas encore le cas. C'est au fait le gros problème du patrimoine tunisien. En tout cas, vous venez de faire un très beau plaidoyer. Et donc, on vous remercie pour toute cette présentation, ces explications. Voilà. On vous remercie beaucoup. On vous remercie aussi. Merci.